Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mustapha, comment ça va? Bonjour Christophe, très bien et toi-même? Ça va très bien. Euh, J'espère que nos participants nous entendent. Si vous nous entendez, merci de préciser dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous voyez les slides? Je vais passer en mode plein écran. Je ne sais pas si vous voyez les slides. Merci, merci Nabil. Je vois qu'il écrit. Est-ce que vous nous entendez? Merci Armel. Parfait. Merci Soumaïla. Bonjour Julie. Alors, je pense que tout le monde nous entend. Merci beaucoup déjà pour votre disponibilité. Merci de vous être inscrits nombreux. Merci également pour l'intérêt que vous portez à cette thématique qui est d'actualité. C'est très important. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous Mustapha pour échanger avec vous sur ce sujet-là. Nous tenons notamment à vous préciser que, notamment du déploiement de notre programme de formation et de certains certificats en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, que nous avons entamé depuis le début de l'année un certain nombre de webinaires pour montrer notamment notre expertise sur certains sujets pointus et d'actualité. Et c'est dans cette démarche-là que l'AFGS, en partenariat avec les Friends Partners, ont mis en place une série de webinaires en présentant aussi bien les experts sur des thématiques d'actualité. Sans plus tarder, on va démarrer. Je vous propose déjà qu'on se présente. Je vais me présenter, ensuite je vais laisser Mustapha se présenter. Christophe Bois, je suis l'associé gérant du cabinet Friends Partner. Moi également, je suis spécialisé sur les sujets de gouvernance des risques et de compliance. Je laisse ensuite Mustapha se présenter. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Donc Mustapha Boudizoua, jusqu'à très récemment responsable conformité au sein d'HSBC, en charge de la gestion des politiques et du bon déploiement des exigences réglementaires pour l'Europe continentale. Également correspondant pour le superviseur, en l'occurrence l'ACPR et la Direction générale du Trésor, pour les sujets de gel des avoirs et de LCBFT. Formateur, je fais beaucoup de publications également sur ces mêmes thématiques qui nous passionnent tous. Et depuis donc peu, j'ai décidé de voler de mes propres ailes en conseil et formation sur ces mêmes thématiques. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes de votre présence aujourd'hui, en espérant que ce webinaire réussira à clarifier quelques-unes de vos problématiques. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, c'est important avant de démarrer quand même qu'on fixe un peu les règles du jeu. Concrètement, on va repréciser la durée. La durée, c'est 1 heure de temps. On va essayer d'être très précis et concis. On aura 40 minutes notamment pour permettre à Mustapha de présenter, de dérouler ses slides. Et on aura 20 minutes de questions-réponses et d'échanges. Par rapport aux questions, rassurez-vous, je me ferai le porte-parole de vos questions. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Je vais me faire votre porte-parole en posant les questions à Mustapha afin qu'il puisse apporter ses éclaircissements. Et ne vous inquiétez pas également, je vous rassure que la session, elle est enregistrée, elle vous sera transmise dès qu'on aura fini. Ceux qui ne sont pas connectés, ils pourront la voir également sur nos pages, site internet et les links. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on vous propose un programme qui sera structuré en 4 points. Le premier point, on va parler de l'analyse régionale du risque de corruption. On va également faire une revue des exigences réglementaires qui sont applicables. On va échanger avec vous sur tout ce qui est mis en place des dispositifs de lutte contre la corruption. Et enfin, on va parler de cas pratiques. On souhaite vraiment que ce soit très interactif. N'hésitez pas à poser vos questions parce que on veut que ce webinaire soit assez pratique. N'hésitez pas de façon concrète à nous
on va nous dire vos difficultés dans le cadre de votre déploiement et autres. Alors, concrètement, pourquoi ces webinaires, je vous l'ai expliqué, mais je vais parler quand même un peu d'AFGS. AFGS, c'est un cabinet de formation qui existe depuis plusieurs années, qui est un cabinet qui est spécialisé sur des thématiques pointues, notamment le risque, la compliance, la finance. Elle a un parterre d'experts à la fois internationaux, ils interviennent dans plusieurs pays. Et c'est dans le cadre, notamment mon ancien, on va dire, élève de AFGS, qu'après avoir pris la tête des Friends Partners, il était important pour nous de pouvoir tisser ce partenariat-là et permettre notamment à l'Afrique subsaharienne francophone de pouvoir bénéficier de l'expertise avérée de AFGS sur ces thématiques de risque, de compliance. Alors, on ne se veut pas être un cabinet de formation qui est expert sur tous les sujets. On a identifié des sujets assez spécifiques sur lesquels nous avons une expertise assez pointue. Donc, dans le cadre de ce partenariat, aujourd'hui, on a pu mettre en place un catalogue de formation qui est disponible sur nos sites respectifs. Mais également, on a prévu également des certificats sur les sujets dont on pourra vous en parler à la fin du webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Moustapha. Allez, Moustapha. Merci Christophe. Alors avant toute chose, je pense que avant de rentrer dans le vif du sujet d'un bon dispositif de lutte contre la corruption, je pense que ça va être le point névralgique qui va vous intéresser. Il faut revenir déjà à la définition de ce qu'est la corruption. Je pense qu'on a tous et toutes en tête la définition de ce qu'est la corruption. Donc comme retranscrit à l'écran, c'est le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, que ce soit public ou privé, et cette distinction elle est très importante, surtout en matière réglementaire pour certains régimes, notamment américains, FCPA, il faut bien garder à l'esprit cette distinction public-privé, de solliciter ou d'accepter un avantage indu, un don, en échange d'un service ou du fait de s'abstenir de faire quelque chose. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'obtenir un avantage indu du fait de sa position hiérarchique ou alors de sa position publique. Donc, ça nécessite déjà que la personne qu'on cherche à corrompre a un pouvoir de décision, soit-il dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et là, on va revenir aux différentes typologies et schémas de corruption. C'est là où c'est vraiment important de bien distinguer les différentes formes de corruption. Celle qui est la plus grave, j'allais dire, entre guillemets, la plus réprimée au niveau international, ça va être celle de la corruption active d'agents publics étrangers. Vous avez tous entendu parler de certaines affaires qui ont fait la une des journaux, que ce soit Airbus, que ce soit Alstom, tout ça, toutes ces affaires-là, on était sur des corruptions active, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui allait corrompre, verser un pot de vin, un avantage indu à une personne dépositaire de l'autorité publique, donc à un agent public étranger. Il faut distinguer de cette forme de corruption d'autres formes de corruption, donc plutôt la corruption qui va être privée, et là pour le coup on va mettre de côté toute la partie agent public et on va se focaliser sur deux acteurs privés. Idem, on peut très bien solliciter des avantages indus dans le cadre d'un appel d'offres entre sociétés privées, dans le cadre d'une mission de consulting par exemple. On peut très bien promettre ou verser directement une rétrocession de fonds à un cabinet qui va nous donner un certain marché. Voilà. Tout ça, c'est le schéma qu'il faut garder en tête. La corruption passive, c'est l'inverse de la corruption active, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui va aller verser le pot de vin, c'est plutôt la personne qui va le recevoir. Toutes ces formes de corruption, quels que soient les régimes au niveau international dans les droits pénaux, sont réprimés. Par contre, d'un point de vue responsabilité des acteurs économiques, la gravité relative associée à la forme de corruption va varier d'un pays à l'autre. Et là, on le verra un petit peu plus tard. C'est là où il faudra bien faire la distinction entre les différents régimes qu'on connaît aujourd'hui, FCPA, UKBA, loi Sapin 2. C'est là où ça va être assez différent d'un régime de sanctions à un autre. Ce que nécessite en général la corruption, et ça aussi on l'a vu avec les affaires Alstom, avec les affaires Airbus et puis d'autres qui ont fait la une des journaux, c'est que très souvent on a l'utilisation d'un tiers. Alors quand je parle de tiers, c'est qu'on va faire appel à un apporteur d'affaires, à un intermédiaire, à des pseudo-consultants entre guillemets, qui eux vont avoir accès à la personne qui est dépositaire de ce pouvoir de décision et qu'on va chercher à corrompre. On va acheter des consultants, on va embaucher des consultants, on va embaucher des intermédiaires qui vont aller derrière solliciter soit le pouvoir décisionnel d'une personne dans le privé, mais très souvent d'une personne dépositaire de l'autorité publique. C'est là qu'on va parler de corruption, de PPE, de personnes politiquement exposées. Et c'est en général
les schémas qu'on revoit dans la presse, hein, dans les grandes affaires qui ont fait la une des journaux et qui ont été sanctionnés très lourdement, ou du moins qui ont fait l'objet de deals de justice avec le Department of Justice américain, c'est souvent ces schémas-là qui sont les plus présents. Donc, utilisation des tiers, c'est aussi quelque chose sur lequel on va revenir, surtout dans le cadre de la loi Sapin 2, qui est un régime assez développé, on va dire, dans le cadre du dispositif de lutte anticorruption à déployer. Parce que derrière, encore une fois, ces tiers-là, en fonction de leur position, en fonction de leur rôle, sont ceux qui sont les plus sensibles à cette problématique de corruption qui existe au sein des établissements financiers ou non financiers, encore une fois, hein, ça peut concerner des établissements financiers bancaires ou alors des établissements faisant partie du domaine industriel. Ça va également, donc, dans la définition de la corruption, on est toujours sur une partie d'un avantage. Donc, ça peut être un versement de pot de vin, mais ça peut être aussi d'autres avantages, des voyages, des cadeaux, des invitations. On peut corrompre de différentes manières. Il ne suffit pas forcément qu'il y ait un échange de fonds pécuniers, de valises de billets. C'est un peu un fantasme qu'on voit souvent dans les films, mais c'est pas forcément un échange pécunier. Voilà. Il peut très bien y avoir d'autres avantages qu'on a également pu connaître dans l'environnement bancaire, chez JP pour ne pas faire de name and shame, où on a ce qu'on appelle le price ceiling, c'est-à-dire on accepte, j'allais dire, d'embaucher le proche d'un PPE si ce dernier nous rend un service derrière dans le cadre des marchés qu'on cherche à avoir. Il y a également une distinction au niveau des différentes formes de corruption que je trouve très intéressante au niveau de la Banque mondiale. Ça a également été repris, pour ceux qui l'ont lu, sur le rapport de la commission sénatoriale française au niveau du trafic de stupéfiants en France, sur l'état du trafic de stupéfiants en France, entre ce qu'on appelle la grande corruption et puis la corruption de basse intensité ou petite corruption. La grande corruption, c'est celle qu'on voit très souvent dans les publications, dans les presses, dans les grandes affaires. C'est-à-dire, on va avoir de gros pots de vin de plusieurs centaines de millions qui vont être versés à des personnes politiquement exposées pour octroyer à de gros industriels des marchés. Ça, c'est vrai, c'est une grande forme de corruption qui existe et c'est celle qui nous intéresse, entre guillemets, le plus quand on lit la presse. Par contre, il y a également une plus petite corruption qui la touche beaucoup de pays, surtout les pays, j'allais dire, les moins développés, c'est ce qu'on va, et pas que, c'est ce qu'on va appeler la petite corruption, la corruption de basse intensité, c'est-à-dire c'est là où on va aller chercher la corruption bureaucratique pour avoir des passe-droits pour certaines formalités administratives. Je dis pas que, parce que très souvent, on fait le focus sur certains continents, notamment le continent africain, mais on a bien vu dans le rapport de la commission sénatoriale sur l'état du trafic de stupéfiants en France que la petite corruption et la corruption de basse intensité est également assez développée, notamment dans le milieu carcéral en France. Donc ça existe, ça n'existe pas que chez les autres, ça existe partout. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme l'a dit Christophe, vraiment n'hésitez pas à les poser dans le chat, on fera un plaisir on se fera un plaisir d'y répondre. Tous les secteurs ne se valent pas en matière de corruption. Donc il y a des secteurs qui vont être plus sensibles que d'autres à la corruption. En général, et c'est ce que vous voyez à l'écran, alors j'ai mis du côté gauche un indice qui est très intéressant pour votre cartographie des risques, et on en discutera un petit peu plus tard, de risques anticorruption quand il s'agira d'évaluer les secteurs qui sont les plus exposés à la corruption. C'est d'ailleurs un des pans des recommandations de l'AFA et de la loi Sapin 2 dans le cadre de la constitution d'une cartographie des risques. Alors souvent, je vais faire des parallèles avec la loi Sapin 2 parce que c'est la seule aujourd'hui, niveau worldwide, qui demande à certaines entités assujetties sous certains seuils de déployer un dispositif de lutte contre la corruption. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour être retranscrit ensuite au sein d'autres pays, dans d'autres établissements, c'est pas problématique de ce côté-là. Donc il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres, et c'est là où je voulais en revenir. C'est dommage que l'index date de 2011, même s'il est toujours d'actualité, mais celui qui a été le plus évolué en termes d'élaboration, de classification, ça a été celui de Transparence International, donc Bribery Index, qui a été publié en 2011. D'ailleurs, l'AFA continue toujours de le citer en référence dans ses publications, qui nous présente les secteurs qui sont les plus exposés. Et si vous voyez bien à l'écran, il y a un petit lien qui existe entre tous ces secteurs, même s'ils sont très différents les uns des autres en matière économique. Donc on a de l'agriculture, on a de la construction, on a des transports, on a la partie mining, donc toute la partie industrie extractive.
derrière, ça fait totalement sens d'avoir un tel classement, qui va d'ailleurs rejoindre aussi la partie de droite pour le focus sur le continent africain et plus spécifiquement ici sur la Côte d'Ivoire, c'est que tous ces secteurs-là, d'une manière ou d'une autre, impliquent des décisions publiques. Donc l'octroi des marchés, les appels d'offres, la sélection des entreprises nécessite d'un côté ou de l'autre, à un moment ou à un autre, l'intervention des pouvoirs publics. Soit parce que c'est les pouvoirs publics qui vont octroyer le marché, dans certains secteurs, les transports, les télécoms, la construction, l'industrie minière, l'industrie extractive, on aura toujours des appels d'offres qui sont émis directement par l'autorité publique, ou alors c'est des secteurs qui sont subventionnés par les pouvoirs publics. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je présentais les risques et les définitions, je faisais un focus particulier sur la partie publique. Quand on va aller corrompre ou chercher à corrompre des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique du fait de leur rôle qui normalement est un rôle éthique et à la disposition des citoyens, ça va être beaucoup plus grave qu'une corruption privée. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que certains pays ne sanctionnent toujours pas la corruption privée. Par contre, la corruption publique, notamment depuis la convention de l'OCDE dans les années 90, sont tous OK pour sanctionner la corruption publique. Quand vous prenez la partie de droite, donc spécifique Côte d'Ivoire, on a un petit peu la même chose. C'est-à-dire vous avez la police, les impôts, la santé, le transport, la justice, la fonction publique, l'éducation nationale, les douanes. Tout ça, c'est encore une fois des secteurs, toutes ces typologies-là sont des secteurs qui sont impactés plus ou moins directement, mais plus directement, par les pouvoirs publics. Encore une fois, par des décisions qui sont prises par des agents publics d'une manière ou d'une autre, que ce soit au bas de l'échelle ou que ce soit en haut de l'échelle. Voilà. Ça, c'est un point qui est important également lorsque vous allez chercher à mettre en place un dispositif opérationnel et une cartographie. Il faudra bien faire la distinction entre ce qui est exposé au pouvoir public et aux agents publics, et ce qui va plutôt être exposé à des agents privés. Tout doit être couvert, mais d'un point de vue gravité, dans l'échelle de la gravité en cas de défaillance, c'est surtout au niveau de la corruption d'agents publics que le bas peut très vite blesser. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Si c'est clair pour vous, s'il n'y a pas de questions, pour moi, c'est que c'est clair. Mais même si c'est clair, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que c'est important que ça puisse clarifier tous les sujets que vous pourriez avoir de votre côté. Alors ici, c'est un peu logique ce que je vais présenter. Les impacts de la corruption, on les connaît. Je pense que là, en regardant un petit peu tous les noms et toutes les adresses mail des participants à ce webinaire, je vois que vous travaillez tous quasiment dans le secteur bancaire et dans des fonctions conformité. On a tous eu des formations qui nous disaient quels étaient les impacts de la corruption. Naturellement, les plus conséquents, ce sont des impacts sur le développement économique et la croissance des pays. C'est très bien, on fait le parallèle, quand on prend les IDH et quand on prend les classements par IDH et quand on prend les classements de transparence internationale des pays les plus corrompus, on voit qu'il y a quand même un lien de causalité qui est assez fort. Et pas que, j'y reviendrai ensuite lorsque je parlerai du blanchiment de capitaux. La gouvernance, la stabilité politique, naturellement, la qualité des services publics, bon, tout ça, vous connaissez. Les deux enjeux principaux lorsqu'on travaille dans le privé, dans nos institutions réciproques, ça, faut se le dire, sans langue de bois, c'est qu'il y a aussi et surtout des enjeux personnels pour les établissements en question, donc des enjeux réputationnels. Encore une fois, on a bien vu les grandes affaires qui ont impliqué de grands groupes internationaux. J'ai cité Airbus, j'ai cité GP, j'ai cité Alstom. Ce ne sont pas les seuls. Il y a un classement long comme le bras qui existe au niveau du registre des poursuites au titre du FCPA, et un peu moins au niveau de l'AFA naturellement ou du UKBA, beaucoup plus au niveau du FCPA. Donc les enjeux réputationnels, ils sont assez forts, d'accord. Les enjeux économiques, lorsque je parlais des enjeux économiques, c'est certes pour le pays en question qui est corrompu, mais également des enjeux économiques pour l'établissement qui se fait sanctionner au titre de certaines dispositions réglementaires, soit-elles locales ou soit-elles extraterritoriales, encore une fois, pour citer le FCPA ou le UKBA ou la loi Sapin 2 également qui a une certaine dominante extraterritoriale. Et enfin, et là c'est aussi le plus important pour les établissements financiers où qu'ils soient, c'est avant tout aussi des enjeux de compétitivité et de développement commercial. Pouvoir démontrer à nos partenaires
encore une fois, je reviens sur la loi Sapin 2, les assujettis ont l'obligation d'évaluer le risque de corruption de leurs tiers, et un des critères, et c'est pas que pour les établissements français, hein, l'un des critères, c'est de s'assurer que nos tiers disposent de dispositifs ou de contrôle ou de procédures de lutte contre la corruption. Donc pouvoir démontrer à nos partenaires qu'on a des dispositifs à notre niveau qui sont solides d'un point de vue gestion du risque de corruption, ça peut également mettre en confiance les partenaires en question et conduire au développement commercial du business et de notre compétitivité. Donc, il y a certes un coût au niveau des procédures qu'on revoit très souvent. On pense très souvent que la compliance est un coût, mais ça peut aussi être une opportunité. Ça peut être une opportunité déjà pour éviter des amendes. Hein. C'était le DOJ, l'un des anciens patrons du DOJ qui disait If you think compliance is expensive, try non-compliance. Donc déjà, d'un point de vue conformité, se conformer à la loi, ça nous permet déjà de faire des économies. Donc il y a aussi un enjeu économique là-dessus. Mais également montrer qu'on est éthique, qu'on a un bon dispositif interne qui nous permettrait de gérer ce risque-là et également de gérer la réputation de nos partenaires. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important. À droite, quelques chiffres, quelques données sur le continent africain, d'accord. Donc on a une évaluation qui a été faite par l'ONU qui estime chaque année le coût de la corruption à 148 milliards de dollars. Au niveau international, on est aussi sur des chiffres qui sont faramineux, mais aujourd'hui on s'adresse plutôt au continent africain, donc c'est ce chiffre-là qu'il va falloir garder en tête. Et ce qu'on met également à droite rejoint ce qu'on a mis à gauche, c'est-à-dire la corruption réduit la capacité des pouvoirs publics, elle diminue l'investissement. Encore une fois, on ne peut pas, ou du moins on aura du mal à aller investir auprès de partenaires situés dans des pays qui sont considérés comme étant risqués d'un point de vue corruption, voilà, qui ont des classements en termes de corruption qui sont pas bons, hein, encore une fois, alors qu'à contrario, on aura toute la joie, entre guillemets, à aller travailler avec des partenaires qui ont des dispositifs bien gérés, bien cadrés, et qui empêcheraient toute atteinte à leur réputation à eux-mêmes, mais également à la nôtre si on travaille avec eux. Voilà, ça c'est un point aussi qu'il faut garder en tête. Un autre point aussi très intéressant qu'on a discuté d'ailleurs avec Christophe, c'est qu'il existe un lien très direct entre la corruption et le blanchiment. La corruption, encore une fois, dans la majorité des cas, on va être sur des versements, même si ce n'est pas les seuls, on va être sur des versements de pots de vin. On va être sur du détournement aussi de fonds publics, mais avant tout, ça va être du versement de pots de vin. Ces pots de vin-là, il faut bien les blanchir. Voilà, donc, on ne peut pas se balader avec des valises de billets, parce que en grande majorité, c'est un peu de ce côté-là que ça se passe toujours. Hein. On est sur du cash, ou alors on va être sur des comptes offshore dans des juridictions peu coopératives avec des sociétés écrans. Tout cet argent-là, il faut bien un moment ou un autre que la personne corrompue, souvent encore une fois des agents publics, puisse l'utiliser. Donc ça va passer par le système financier, et là on va avoir un lien de cause à effet entre la corruption et le blanchiment, parce que le blanchiment des fruits de la corruption existe aussi. La corruption, c'est ce qu'on appelle un predicate offense du blanchiment de capitaux. Et si on fait également le parallèle, ça je me suis amusé à le faire, entre le classement Transparence internationale des pays les plus corrompus, et si on prend la liste du GAFI, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays dans la liste grise du GAFI qu'on va retrouver dans les pays les plus corrompus, d'un point de vue classement officiel, encore une fois, hein, même si on peut avoir un avis sur l'objectivité parfois des classements qui peuvent être faits, au niveau du GAFI surtout, on va retrouver parfois des liens. Donc, par exemple, sur les 20 pays qui sont listés gris par le GAFI, on va retrouver 12 pays africains parmi les plus corrompus dans le classement de Transparence internationale. Donc c'est ce que je remets aussi ici. Donc ici, si vous voulez vraiment voir un état des lieux géographique du classement du risque de corruption, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ICP, l'indice de la perception de la corruption, ça va être Transparence internationale qui fait de super publications, à mon sens, qui sont très objectives. Pour le coup, on peut pas dire ça de tous les classements, mais pour le coup, celui de Transparence internationale est très intéressant. Et ici, on vous a mis le dernier classement en faisant une moyenne sur l'Afrique subsaharienne qui est de 33 sur 100, sachant que, comme vous le savez, quand on est sur le classement de Transparence internationale, plus on va vers le 100, moins on est corrompu, plus on va vers le 0, plus on est corrompu. Donc on a un état des lieux ici de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne,
qui nous donne ensuite une moyenne de 33 sur 100 pour l'ensemble, ce qui n'est pas top, d'où la nécessité pour les banques, pour les industries au niveau local de pouvoir démontrer que ce classement n'est pas forcément, ne reflète pas forcément la qualité de vos dispositifs réciproques au sein de vos établissements. Voilà, donc pouvoir démontrer qu'on a un dispositif qui soit solide, ça peut également atténuer la vision externe qu'on peut avoir lorsqu'on regarde les classements de transparence internationale. Au niveau réglementaire, du cadre réglementaire, alors aujourd'hui, il y a 3 réglementations clés d'un point de vue international qu'il faut retenir. Bon, certes, je pense que vous avez tous en tête la convention de l'OCDE qui a un petit peu drivé tout ça. Alors même si c'est avant tout le FCPA qui a drivé la convention de l'OCDE, qui a drivé ensuite tout le reste. Donc à l'origine, c'est la première réglementation, c'est 1977, c'est le FCPA, même s'il a été ensuite élargi à la fin des années 90. On a le FCPA. Le FCPA, c'est celui, je vais pas dire le méchant loup, mais c'est celui qui fait peur à tout le monde. En termes de condamnation, en termes de sanctions, ça a toujours été celui que craignait l'essentiel des établissements. Même si d'un point de vue réglementaire, c'est pas le plus contraignant. Je sais pas si vous connaissez le périmètre du FCPA, mais quand on le lit, ça peut paraître un peu bizarre. Parce que le FCPA, c'est uniquement la corruption active d'agents publics étrangers. On va pas parler d'agents publics locaux, on va pas parler de corruption passive, on va pas parler de corruption privée. Donc c'est uniquement la corruption active d'agents publics étrangers. Pourtant, les plus grosses affaires qu'on a vues dans les médias, c'est le FCPA. Pourquoi ? Parce que très souvent, comme on le disait précédemment, on a toujours l'intervention d'un public official. On a toujours l'intervention quasiment d'un agent public dans les schémas de corruption les plus gravissimes qu'on a pu observer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même s'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, c'est l'extraterritorialité de la loi FCPA. C'est-à-dire le FCPA est encore plus extraterritorial que ce qu'on peut avoir sur les sanctions type embargo. Le lien peut être vraiment très ténu. Je vous conseille d'ailleurs à ce titre la lecture du livre de Frédéric Perucci, Le piège américain, qui revient sur un exemple concret, parce que c'est lui qui est parti en prison, sur l'application extraterritoriale du droit américain dans le cadre du FCPA. On se rend compte à quel point ça peut être ténu, jusqu'à ce que le simple fait que certains mails puissent circuler dans des serveurs qui sont localisés aux États-Unis peuvent nous assujettir au FCPA. Donc c'est encore beaucoup plus ténu que ce qu'on peut avoir avec la partie embargo et sanctions internationales. D'ailleurs, à la suite, je vais vous donner 2 conseils de lecture si ça vous intéresse sur ces régimes de corruption pour avoir une étude un peu plus détaillée d'un point de vue comparatif qui pourrait vous intéresser. Le second, c'est le UKBA, donc le UK Bribery Act. Donc le UK Bribery Act est venu étoffer ce que le FCPA avait mis en droit américain en y intégrant la corruption active et la corruption passive, pardon, et la corruption privée, pardon. Alors c'est très extraterritorial aussi. Toute la partie paiement de facilitation qui était permise sous certaines conditions dans le FCPA, tombe avec le UKBA. On n'est toujours pas dans un régime réglementaire qui demande la mise en place d'un dispositif formel de lutte contre la corruption. Mais bien que ce soit un critère atténuant en cas de condamnation, le FCPA ne va pas condamner de la même manière un établissement qui avait un cadre, un framework, mais qui ne fonctionnait pas très bien, versus un établissement qui n'avait pas de framework du tout. Donc c'est souvent dans le DOJ, dans les deals qui sont signés avec le DOJ, ce qui va faire la différence, mais par contre il n'y a rien dans la loi qui oblige à déployer un dispositif de lutte contre la corruption. Ça, on va le trouver par contre dans la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 sur le papier, je précise bien sur le papier, est la plus élaborée. C'est pas celle qui sanctionne le plus aujourd'hui, mais c'est la plus élaborée, parce qu'on va avoir à la fois la corruption d'agents publics, la corruption privée, mais surtout ce qui va faire la différence, c'est l'obligation pour certaines entités, sur certains seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs, de mettre en place un programme, un dispositif de lutte contre la corruption. Alors bien que ce soit un régime qui soit spécifique à la France, je pense qu'il est riche d'enseignements au niveau mondial, parce qu'il est très élaboré en matière de pans essentiels à déployer dans son dispositif, qu'on peut facilement, entre guillemets facilement, retranscrire au sein d'autres pays, pas du tout assujettis à la loi. Sapin 2. Et c'est là où on va en parler un petit peu plus tard. Je vais vous présenter très brièvement les différents pans
qu'il faudrait déployer dans un dispositif de lutte contre la corruption. Au niveau régional, la prise de conscience, elle se fait depuis 2013. Hein. Donc on vous a mis ici plusieurs ordonnances et conventions au niveau de la lutte contre la corruption. Par contre, aujourd'hui, peut-être que dans un futur proche ce sera le cas, il n'y a rien qui existe au niveau, tout comme au niveau UK, au niveau US, sur la nécessité de développer un programme de lutte contre la corruption, un dispositif de lutte contre la corruption. C'est pourquoi je pense sincèrement que la partie AFA, donc Agence française anticorruption, et les guidelines qui sont émises peuvent totalement être utiles, voire même très encouragées, pour chaque acteur, où qu'il soit, dans n'importe quel pays, pour développer à son niveau un programme de lutte contre la corruption. Alors, donc ça, c'est les trois régimes. Je vous ai promis, alors je sais pas si vous allez bien le voir, ou alors je vous enverrai certainement les, vous voyez, vous n'allez pas le voir. Je vais vous envoyer certainement les références de 2 livres qui sont vraiment très bien. Donc France, UK, US, an overview of the anti-corruption law, qui est vraiment très bien parce qu'il fait le comparatif entre les 3 régimes anti-corruption worldwide que je cite ici, très court, très synthétique, bien fait, et un autre sur les FCPA plus spécifiquement, pour éviter tous les fantasmes qu'on a autour de ce régime de sanctions, qui reclarifie un peu les choses. Alors c'est important, surtout lorsque vous êtes exposé soit au dollar, soit aux États-Unis, encore une fois, vu l'extraterritorialité de cette loi, d'avoir un dispositif qui nous assure une bonne couverture au niveau de votre dispositif interne. Ces deux livres, je pense, sont très riches d'enseignements au niveau historique et au niveau réglementaire sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Encore une fois, faut vraiment pas hésiter. Nabil, vous avez totalement raison. Le milieu pharmaceutique, vous avez totalement raison aussi. Ça fait aussi partie du régime, du classement Bribery Index de Transparence Internationale. Encore une fois, parce que très souvent, pour mettre des médicaments sur le marché, pour proposer des vaccins, on l'a bien vu pendant le Covid, il faut des autorisations de la part des pouvoirs publics, il faut une validation de certaines instances des ministères de la Santé. Donc encore une fois, on revient encore une fois à cette nécessité d'accéder à des agents publics décisionnaires pour pouvoir distribuer notre produit. Donc vous avez raison. Moustapha, si tu permets, avant que je prenne votre question, M. Mahamadou Kane, je voulais... En fait, à chaque fois, tu répètes assujetti. J'ai une question toute bête. Concrètement, quels sont les assujettis? Est-ce que c'est seulement le secteur financier? C'est quoi les assujettis concrètement? Très bonne question, Christophe. C'est pas du tout que le secteur financier. La loi Sapin 2, elle va se focaliser sur une approche par les seuils. C'est-à-dire, il faut dépasser un montant de chiffre d'affaires. Donc 100 millions d'euros, il faut dépasser un montant d'effectifs 500 salariés. Si on franchit les 2 seuils-là, on est assujetti. L'un ou l'autre, on est assujetti. Voilà, on est assujetti et puis on doit développer ce programme anti-corruption en disposition de l'article 17 de la loi Sapin 2. Par contre, ce que l'AFA dit, à juste titre, c'est qu'il ne faut pas uniquement être assujetti pour déployer un bon dispositif au sein de nos entités. Il n'y a pas tout le monde qui fait plus de 100 millions ou qui a plus de 500 salariés. Par contre, on a tous des partenaires, on travaille tous potentiellement avec des sociétés qui dépassent ces seuils-là, qui vont avoir une attente forte à notre niveau. Donc, ce que l'AFA a dit et a mis en place d'ailleurs un guide particulier sur le secteur non assujetti, sur les secteurs non assujettis, pour aider les plus petites entreprises, les PME, par exemple, ou les plus petits établissements qui n'ont pas ces seuils-là à leur niveau, de mettre en place un dispositif également en leur sein. Donc oui, il y a des critères. Par contre, ces critères ne doivent pas être bloquants pour déployer un dispositif similaire, mais adapté à la taille, la structure et l'activité, naturellement, des autres entreprises. Parfait. Alors, je rebondis sur la question de M. Mamadou. Alors, il demande aujourd'hui, est-ce qu'en plus de l'AFA, le dispositif de mise en œuvre de lutte anti-corruption relève du périmètre de contrôle de l'ACPR? Alors non. Non, c'est le périmètre de l'AFA. Donc l'AFA a les mêmes missions que la CPR a pour la partie LCBFT et gel des avoirs, mais pour le domaine de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire l'AFA peut, émet déjà des lignes directrices, émet des guides, supervise les entités, les contrôle et les sanctionne. La commission de sanctions de l'AFA est là également pour sanctionner. On a l'équivalent côté ACPR, mais les rôles sont bien distincts.
La CPR ne se focalise que sur la partie blanchiment, financement du terrorisme, blanchiment de fraude fiscale, gel des avoirs, et l'AFA se focalise sur ces problématiques-là de lutte contre la corruption uniquement, encore une fois, pour les entités qui sont assujetties, quel que soit le secteur, secteur financier, secteur industriel, non financier, tout le monde y tombe. Moi, j'ai déjà fait l'objet par le passé de 2 inspections, et puis d'autres collègues d'autres industries ont également été inspectés par l'AFA. Les attentes sont identiques, mais encore une fois, le dispositif est adapté à l'activité de l'établissement, naturellement. Parfait. Donc, je pense qu'on peut continuer, Mustapha. Très bien. Et alors, c'est quoi le dispositif alors? C'est ça la clé. C'est quoi le dispositif? Comment ça? Alors, le dispositif, déjà, c'est ce qu'on appelle le turn from the top. C'est-à-dire que il faut, en premier lieu, qu'il y ait une réelle volonté de déployer quelque chose, un dispositif efficace au sein de l'établissement. Je ne sais pas pour ceux qui ont pris connaissance des recommandations de l'AFA, la première version versus la deuxième version. La première version n'avait pas tout en haut l'implication de l'instance dirigeante, qui a toujours été un pan de la loi Sapin 2. Mais dans la deuxième version, c'est ce qui vient en premier. C'est-à-dire, de base, pour avoir un bon dispositif, il faut que ce soit poussé par l'instance dirigeante. Instance dirigeante qui dispose de la responsabilité pénale en cas de défaillance de l'établissement. C'est un peu comme pour la partie blanchiment. Déjà, il faut aussi que le régime local, le cadre juridique local, implique une responsabilité personnelle de l'instance dirigeante, en plus de la responsabilité de la personne morale, pour que ça fonctionne bien. Soyons honnêtes entre nous, c'est comme ça que ça marche le mieux, pour qu'il y ait une réelle implication de l'instance dirigeante. Donc cette instance dirigeante, elle doit donner la voie, c'est-à-dire elle doit ouvrir la voie à la mise en place d'un dispositif. Ça veut dire donner les moyens aux fonctions conformité, c'est-à-dire ne pas entraver le travail des fonctions de contrôle, c'est-à-dire publier également et signer le code de conduite de l'établissement, que ce soit dans le règlement intérieur, qu'on ait un petit code de conduite qui prescrit les schémas de corruption et les actes de corruption actifs ou passifs en interne. L'implication de l'instance dirigeante, c'est déjà la base. C'est un peu le premier volet. Derrière, avoir des politiques dédiées. On en a parlé, avantage indu, versement de pots de vin, mais très souvent, dans une banque ou dans une industrie, le collaborateur ou le cadre, il ne va pas aller verser une mallette de billets de 100 000 euros au PPE. Ça va être un petit peu plus ténu. Il y aura des cadeaux, il y aura des invitations. C'est des avantages un peu masqués, des pots de vin qui sont un peu masqués. Donc le point essentiel aussi, qui est également couvert d'ailleurs dans toutes les politiques et dans les recommandations, on va dire, les lignes directrices du DOJ sur le FCPA, c'est d'avoir une politique cadeau et invitation. Très bon guide qui existe là-dessus, qui a été publié par l'AFA, issu de bonnes pratiques. C'est pas l'AFA qui l'a écrit dans son coin. Elle a sollicité plusieurs acteurs de différents horizons, secteur industriel, secteur financier, qui étaient déjà matures sur le sujet parce que appliquant déjà le FCPA ou le UKBA, pour ensuite constituer une sorte de guide consolidé de bonnes pratiques sur les cadeaux et invitations, que j'encourage fortement l'audience à lire et qui est disponible librement en libre accès sur le site internet de l'AFA. C'est un guide sur les cadeaux et invitations. Ensuite, j'ai une petite question. Oui, je t'en prie. Alors, j'adore souvent, parce qu'on peut avoir des questions de ce type-là, simplement. Qui est en charge de la mise en place du dispositif au sein d'une entité? Prenons le cas du secteur financier, banque, assurance. Qui est en charge de mettre en place ce dispositif? Tout le monde. Tout le monde. Alors, c'est une réponse politique, mais pas tant que ça. Tout le monde, pourquoi? Parce que les premiers qui peuvent détecter le risque de corruption et qui en connaissent un peu les schémas, c'est les opérationnels. C'est un peu comme une formation LCBFT. On a l'impression que tout se fait au niveau de la conformité, mais le réel risque, il est au niveau des opérationnels. Alors, je fais un parallèle sur la partie LCBFT. Au niveau de la conformité, on a de super outils qui viennent monitorer les activités, les opérations des clients. En général, ça génère beaucoup de bruit. On a un taux de transformation à de moins de 10% de déclaration de soupçon. Par contre, quand ça remonte du business, ce taux, il est multiplié par 30. On est à 30% de cas remontés par le business qui
sont transformées en déclaration de soupçon. Pour la corruption, c'est pareil. C'est-à-dire c'est au niveau du business que ça va se voir en premier. Tiens, mon client, comme par hasard, dans le cadre d'une signature d'un contrat, il m'offre une jolie montre en or, toute jolie. C'est pas un exemple pris au hasard. C'est un exemple issu de mon expérience. Donc c'est pas totalement hasard. Si le banquier ou le collaborateur ne détecte pas ça, ne le remonte pas, on le voit pas. S'il n'a pas enregistré dans le registre dédié Gift and Entertainment ou cadeau et invitation, on ne le voit pas. Donc il faut qu'il soit partie prenante de la mise en place du dispositif, qu'il nous dise quels schémas lui paraissent les plus importants, les plus usuels. Et c'est ce qui est demandé d'ailleurs dans le cadre des recommandations de l'AFA. La constitution de la cartographie des risques, elle ne se fait pas isolément par la conformité, elle doit impliquer l'instance dirigeante et elle doit impliquer les opérationnels. Ceux qui sont client-facing, par exemple, qui sont les plus proches du risque de corruption. Donc tout le monde est en charge. C'est un travail qui est collectif, collégial. Il ne faut pas que ce soit la conformité qui monte une cartographie qui ne parle pas du tout au business, avec des schémas qui ne pourraient jamais avoir lieu. Donc il faut pouvoir détecter des schémas, en parler avec le business les corrige, les amende, les enrichisse, nous en propose des nouveaux, et ensuite on parle de contrôle et de procédure. Il faut partir vraiment par le bas. Où se situe le risque? Le risque, il se situe au niveau des opérationnels, au niveau des départements achats, par exemple, au niveau de ceux qui sont en charge de la validation des appels d'offres. C'est là que le risque réel existe, donc ils doivent être impliqués dans la constitution des différents pans du dispositif. Ça vaut pour la carto, ça vaut pour le programme de formation, ça vaut pour tout le reste. Voilà. C'est parfait. Alors, donc, ça veut dire aujourd'hui qu'en plus de la forte implication de l'instance dirigeante, il faut aussi du bottom-up, c'est-à-dire impliquer forcément également les opérationnels qui sont tout le temps, aujourd'hui, on va être les risk-takers. Ils voient tout ce qui se passe véritablement. Tout à fait. Et ils doivent être fortement impliqués. OK, c'est très important parce que souvent, lorsqu'on parle de mise en place d'un dispositif, les gens me posaient cette question, c'était pour donner un peu un avis sur ce point-là avant qu'on continue. Deuxième élément qui te permettra de renchérir également, est-ce que tu as 2 ou 3 exemples de limites en termes de cadeaux? Parce que tu sais, souvent, on te dit, un cadeau de 100 €, ça expose. Est-ce qu'un cadeau, est-ce que juste recevoir un pot de fleurs, bon voilà. Alors, et lorsqu'on a aucune, on reçoit ce cadeau-là, même si on n'a rien demandé, quelle est l'approche à avoir par rapport à ça? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que le montant seul ne vaut pas grand-chose. Même si le montant, il faut le prendre en considération, tout dépend qui le donne à qui, et surtout à quelle période ce cadeau est donné. Alors, je m'explique. Recevoir un voyage en première classe la veille de la signature d'un contrat où vous êtes décisionnaire, le risque, c'est pas le même que de recevoir ce même voyage. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le voyage. Accepter ce voyage lorsqu'il n'y a aucune discussion contractuelle. C'est-à-dire le risque, il est porté certes par le montant, mais il est aussi porté par le timing du cadeau et par qui l'offre. Qui offre le cadeau? Il y a des alors je vais vous donner ma position à moi. C'était une interdiction de recevoir, sauf exception et validation, des cadeaux supérieurs à 50 €, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est pas les pires. On n'est peut-être pas les pires parce que dans d'autres établissements, c'est une politique cadeau-invitation de 0. Interdiction absolue de recevoir des cadeaux, même si c'est un Kinder Bueno, on n'a pas le droit de le prendre. Donc c'est 0. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus pragmatiques, c'est-à-dire que c'est là où le guide de l'AFA il est intéressant. On ne dit pas qu'il faut interdire les cadeaux, mais il faut juste évaluer le risque sous-jacent. Alors, il ne faut pas que ce soit un montant qui soit déraisonnable. Alors, on ne peut pas accepter, pour en revenir au voyage en première classe aux Maldives, naturellement, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter, on refuse. Par contre, parfois, il peut y avoir un sujet très politique à refuser, ou du moins de respect. Encore une fois, tout dépend aussi de la clientèle. C'est là où moi j'ai travaillé très longtemps en banque privée, ça n'a pas forcément la même signification pour tout le monde de refuser un cadeau. Donc ce qui se passait, c'est que dans certains cas, dans certaines entreprises, on accepte le cadeau, le collaborateur accepte le cadeau, par contre il ne le garde pas. Il est soumis, il est rendu entre guillemets à un département dédié au sein de l'entreprise qui le vend, et les fonds issus de la vente vont à une association par exemple. Parce qu'on ne peut pas frustrer forcément le client. C'était pas un acte de corruption parce qu'il n'y avait pas de contrat qui était en cours, il n'y avait pas de discussion sur laquelle on aurait pu influer et avantager
le client qui nous fait le cadeau. Donc, on évalue qu'il n'y a pas de risque de corruption, on l'accepte. Par contre, le collaborateur ne le garde pas pour éviter justement d'avoir à rendre un service un petit peu plus tard, quand bien même il n'y avait pas de contrat à l'instant T. Et on vend le cadeau et on verse ces fonds-là à l'association, soit qui appartient à l'entreprise, soit une association tierce. Donc, chaque société va avoir sa politique. L'essentiel, c'est de vraiment pouvoir évaluer le risque sous-jacent. Et ce risque sous-jacent, encore une fois, il ne dépend pas du montant. Il va dépendre déjà, certes, du montant, mais pas que, du caractère répétitif des cadeaux, de la nature du cadeau et du timing du cadeau. Et qui reçoit le cadeau. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien garder à l'esprit, qui sont assez brillamment décrites dans le guide de l'AFA, mais qu'on va aussi retrouver dans les guidance du DOJ sur le FCPA. Je te laisse continuer. Monsieur Khan et Monsieur Nasser, ne vous inquiétez pas, je vais poser des questions, vos deux questions. On va permettre à Mustapha d'avancer pour qu'on ait un bon moment d'échange, en fait. Je pense qu'il ne nous reste pas grand-chose. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, les autres pans, on va voir les procédures et les politiques de lutte contre la corruption. Alors, les procédures vont être diverses et variées. Quelle diligence faire justement lorsqu'on reçoit un cadeau? Quelle diligence faire sur notre client aussi, surtout quand c'est un agent public. Il faut aussi classer nos clients par catégorie, c'est important. On a agent public, on a PPE. C'est pas du tout la même chose. Un PPE est un agent public. Tous les agents publics ne sont pas des PPE. Pourtant, un agent public a un risque de corruption sous-jacent plus ou moins avéré, surtout quand on parle de corruption de basse intensité qui concerne non pas les PPE elles-mêmes, mais des personnes qui sont dans l'administration et qui ont un certain pouvoir de décision. Également des politiques ou des procédures de contrôle comptable, c'est-à-dire réconcilier la comptabilité de la société pour s'assurer qu'il n'y a pas de coûts ou de versements cachés qui pourraient être assimilés à des pots de vin, des politiques de connaissance client, de connaissance de nos tiers, d'évaluation de nos tiers, de classification de nos tiers. Encore une fois, évaluer un intermédiaire, évaluer un consultant, c'est pas la même chose qu'évaluer la personne qui va venir, le prestataire qui va venir changer les cartouches de notre imprimante, c'est pas la même chose que d'évaluer le risque de corruption d'un intermédiaire qui a un certain accès dans certains pays à certaines industries pour déboucler des contrats business dans le cadre d'appels d'offres. Une cartographie des risques de corruption, c'est un petit peu là, je vais pas dire la base, mais c'est important de l'avoir. C'est pas une obligation pour toutes les entités, mais je pense que c'est important d'avoir cette cartographie qui, elle, existe pour le coup dans le cadre de la loi Sapin 2, parce qu'elle nous permet de classifier, d'avoir une approche par les risques en fonction des scénarios de risque, en fonction des typologies de tiers qu'on cherche à couvrir, de se focaliser et de focaliser les ressources en matière de lutte contre la corruption, là où se situe réellement le risque de corruption. Donc, encore une fois, je referai le parallèle, évaluer un tiers intermédiaire ou consultant sur des sujets et sur des activités comme ce qu'on a pu voir un petit peu plus avant, sensibles à la corruption, c'est pas la même chose que d'évaluer sous l'angle de la corruption un tiers domestique qui s'occupe uniquement d'un point administratif ou encore une fois de changer les cartouches d'imprimante, parce qu'encore une fois il faut tous les évaluer, hein. Je me répète, mais c'est important. Il faut évaluer tous les tiers et les classifier. Le dispositif de formation, alors ça, on va jamais y échapper, hein. Il faut bien connaître le risque, appréhender les exigences réglementaires, les bonnes pratiques, les différents régimes juridiques qui peuvent exister auxquels on peut être exposé, et ça de manière assez continue. Une formation annuelle, à minima annuelle, est requise sur ces sujets, tout comme on l'a pour la partie LCBFT, pour la partie sanctions et d'autres thématiques et pas uniquement de conformité. L'évaluation des tiers, j'en ai déjà parlé, ça fait partie aussi intégrante de la cartographie des risques. Le tiers, c'est celui qui est le plus sensible au risque de corruption. En général, une société ne va pas corrompre directement, elle n'aura pas accès directement à la personne dépositaire de l'autorité publique et de l'autorité de décision, du pouvoir de décision. On va souvent passer par des consultants, des pseudo-consultants. Des consultants qui, eux, ont le contact avec l'agent public ou avec le PPE, vont se rapprocher de lui, vont verser le pot de vin qu'on aura versé indirectement au consultant et lui récupérera par rétrocession certains fonds à son bénéfice. Donc, la partie intermédiaire et consultant, c'est là où se situe réellement le risque au sein de certaines des activités bancaires, non bancaires et industrielles. Lorsque vous travaillez avec des tiers type consultant et intermédiaire apporteur d'affaires, il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne évaluation du risque de corruption
anticorruption. Aller regarder leur profil, est-ce que la rémunération ou le pourcentage qu'on lui octroie sur le contrat fait sens en benchmarkant d'autres contrats de même nature, ou est-ce qu'il s'agit d'une rémunération déguisée, d'un pot de vente déguisé qui servira à rémunérer l'agent public ou le PPE en bout de chaîne. Le dispositif d'alerte interne, donc whistleblowing, alors ça on l'a pas forcément dans le cadre de la lutte anticorruption, c'est un cadre qui peut être beaucoup plus large. Tous les méfaits qui sont présents et détectés en interne doivent être remontés aux bonnes instances, que ce soit des instances internes ou des instances externes. Déjà, commençons par les instances internes. Il faut que ce soit indépendant, il faut que le traitement soit indépendant et surtout qu'il n'y ait pas j'allais dire, de réaction néfaste vis-à-vis de la personne qui a remonté cette alerte. Le whistleblowing est toujours très pertinent parce que, encore une fois, on peut très bien avoir un collaborateur qui détecte un fait qui a été un méfait qui a été exécuté ou perpétré par une tierce personne au sein de l'entreprise et qui va aller dénoncer ces faits-là, mais il cherche également à être protégé contre tout retour de bâton potentiel. Et le dispositif de contrôle. Un dispositif ne vaut rien sans le contrôle interne pour s'assurer que tout fonctionne bien, que les procédures soient à jour, que les schémas de corruption qu'on reflète dans la cartographie des risques soient toujours pertinents, que le dispositif de formation, les politiques de cadeaux sont bien respectés, toutes les procédures sont bien respectées. Donc définir tout ça dans un plan de contrôle, qui est également reflété dans la carte des risques. Dans une carte, on a également les contrôles qui doivent être reflétés. La mise en place d'un CMP, donc d'un Control Monitoring Plan, pour tester de manière continue tous les contrôles et s'assurer que tout fonctionne bien. Et enfin, des indicateurs de suivi, ça c'est plutôt à destination des fonctions de conformité, mais également de la direction et de l'instance dirigeante. C'est pertinemment que l'instance dirigeante ne va pas s'amuser tous les jours à aller regarder toutes les procédures et tous les registres, elle va se focaliser sur les zones de risque, les zones rouges, des cadeaux qui n'auraient pas été déclarés, des montants qui ne sont pas appropriés, des procédures qui n'auraient pas été respectées, des schémas de corruption qui auraient pu être détectés. C'est ce qui intéresse l'instance dirigeante plus que toute la partie documentaire et administrative entre guillemets. Donc c'est ce qui existe aussi pour la partie LCBFT et sanctions, remonter des indicateurs pertinents pour orienter les bonnes décisions par l'instance dirigeante. Voilà. Parfait. Alors, c'est une bonne transition pour la question de Monsieur Khan. Hein. Il demande concrètement une implication. C'est quoi l'implication? Comment elle se traduit l'implication de l'instance dirigeante concrètement? Alors, déjà, ça va être tout bête, mais c'est aussi ce que l'AFA requiert pour la partie Sapin 2. C'est déjà que la communication du code de conduite, c'est-à-dire qui liste toute la partie comportement à proscrire, qui présente les schémas de corruption, qui présente les politiques et les procédures qui doivent être respectées par les collaborateurs, émane de l'instance dirigeante. C'est-à-dire c'est le représentant légal qui fait la communication à l'ensemble de ses collaborateurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, soyons aussi honnêtes, le pouvoir de sanction éventuelle. L'instance dirigeante peut sanctionner les collaborateurs. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si on se rend compte qu'il y a un gros breach au niveau opérationnel par un collaborateur qui n'a pas détecté, qui n'a pas déclaré ses cadeaux, qui a essayé de corrompre un client ou un tiers, et que l'instance dirigeante ne réagit pas, on peut pas la prendre au sérieux entre guillemets. Donc il faut que l'instance dirigeante ait aussi ce pouvoir de sanction, pas forcément licenciement, mais il doit y avoir des mesures de rétorsion entre guillemets qui existent et qui émanent de l'instance dirigeante, pas seule, accompagnée des RH, etc., du département conformité, mais il faut qu'elle soit impliquée dans ces échanges. Troisième point, on a dit tout à l'heure que la cartographie des risques devait impliquer le business, elle doit également impliquer l'instance dirigeante, peut-être pas dans tous les meetings, mais au moins dans le premier, dans le dernier pour la validation, il faut que l'instance dirigeante soit involved, soit impliquée dans la constitution de cette cartographie. Comme on l'a pour la partie LCBFT, vous savez, le responsable du dispositif et pas de sa mise en œuvre, c'est avant tout le représentant légal. C'est pour ça que lorsque quelque chose ne va pas, la première personne qui prend, c'est la personne morale, mais ensuite c'est l'instance dirigeante, c'est le dirigeant. C'est la même chose du côté de la lutte contre la corruption. Il faut que le dirigeant effectif soit actif dans la mise en place du dispositif. Suivre des formations aussi. C'est-à-dire, encore une fois, on peut pas, le dirigeant ne peut pas demander à ses collaborateurs de suivre des formations si lui-même ne suit pas la formation. Voilà. Donc c'est toutes ces points additionnés les uns aux autres,
qui vont démontrer l'implication de l'instance dirigeante. C'est ce qu'on appelle le tone from the top. Donc, il faut que le message véhiculé au niveau de l'entreprise émane par la voix du dirigeant. Parfait. Ensuite, l'autre point qui revient, c'est comment traitez-vous la question de M. Nasser, comment traitez-vous le risque de corruption des PEPS des institutions officielles? Il entend par institution officielle Banque centrale, BMD, dans les pays risqués. Alors, la question, c'est désolé, on peut avoir dans les pays risqués, c'est risqué par rapport à la liste qu'on vous a communiquée tout à l'heure, c'est ça, M. Nasser? En attendant, tu peux commencer à reprendre. Alors, je reprends juste la. Ok. En fait, parce que là, on va être sur la partie risque inhérent de corruption d'un client. Si je comprends bien, là, on parle d'une relation d'affaires avec un PPE qui serait PPE parce qu'il fait partie d'une organisation internationale. Alors, la définition du PPE, elle est très large dans les établissements. On les considère tous de la même manière comme PPE et comme soumis au même risque de corruption. Voilà. Donc, tout dépend ensuite où se situe ce PPE-là. Quand c'est sur des instances internationales, on va pas être sur du high risk PEP, on va quand même être sur du PEP. Voilà, parce qu'on est sur des instances qui sont internationales, qui ne ciblent pas un pays en particulier. Ce PPE n'a pas un mandat électif, n'a pas un mandat public au sein d'un pays qui est risqué parce qu'il fait partie d'une organisation internationale. Dans certains pays, il y a une certaine flexibilité qui existe au niveau des PPE qui appartiennent à des organisations internationales. Par contre, dans la majorité des établissements, dont le mien, il n'y avait pas cette distinction. Donc là, c'est tout le monde en tant que PPE. Le niveau de diligence complémentaire est renforcé sur l'origine des fonds, l'origine de la fortune, la validation par le membre de l'instance dirigeante et le contrôle des opérations sous des seuils assez conservateurs étaient communs à tous les PPE. Même domestique PEP, on ne faisait pas de distinction. Le risque existe où qu'il soit, même si la réglementation en tant que telle offre une certaine flexibilité à cet égard. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mon cher Nasser. Ok. Ensuite, il y a M. Khan qui revient. Il explique que il pense que c'est plus difficile dans tout ce qui est du point du dispositif. Il pense que c'est l'évaluation des tiers qui est l'un des points les plus difficiles et il demande s'il existe des outils pour aider à s'améliorer. Alors, vous avez raison. C'est dans le cadre du déploiement des exigences Sapin 2 au sein des établissements assujettis français, parmi tous les piliers, parmi tous les piliers requis dans Sapin 2, le plus compliqué, c'était l'évaluation des tiers. Parce qu'il faut tout remettre à plat. Il faut déjà avoir une liste de tous les tiers avec lesquels on travaille. Il faut pouvoir les classifier. Alors, les recommandations de l'AFA aident pas mal sur ce sujet. Quand vous prenez les recommandations de l'AFA de janvier 2021, vous prenez la partie évaluation des tiers, on doit faire une bonne dizaine de pages, on vous drive un petit peu sur la constitution. Ensuite, l'évaluation, la constitution du référentiel. Ensuite, l'évaluation, c'est vous qui allez la faire. Encore une fois, à mon sens, il faut bien faire la distinction au niveau de la nature des tiers. Où est-ce qu'ils interviennent? Est-ce qu'ils interviennent uniquement en tant que prestataires sur des services classiques ou est-ce qu'ils vont intervenir dans la négociation de certains contrats? Là, il faut les classifier. On va avoir un reg status, on va avoir un niveau de risque qui va varier en fonction de la sensibilité du tiers au risque de corruption. Un intermédiaire, un apporteur d'affaires, un consultant pour certains contrats, notamment internationaux, ne va pas porter le même risque que des prestataires qui ne s'occupent d'une partie administrative au niveau de l'établissement et qui restent domestiques. Donc il faut déjà commencer par une classification par nature. Ensuite, ça va être une évaluation au cas par cas. Ce que requiert la loi Sapin 2 et même préalablement à cela, au niveau du UKBA et du FCPA, il y avait une attention particulière là-dessus, c'est qu'il faut octroyer une note de risque à chacun des tiers avec lesquels on travaille d'un point de vue corruption. Donc la nature, c'est bien. Tout à fait. Vous aurez identifié, en fait. Tout à fait. Donc vous avez par rapport au secteur qui varie, par rapport à plein d'autres facteurs que exactement. Exactement.
Exactement, il y aura le secteur d'activité, il y aura le pays où se situe le tiers, il y aura la qualité du tiers, il y aura la typologie tiers. Est-ce qu'on est sur une structure où les BE sont clairement identifiables et où il n'y a pas de problématique d'adverse média? Il y aura le sujet aussi d'adverse média. Est-ce que la personne morale elle-même pour laquelle intervient le consultant, l'intermédiaire, s'il intervient au nom d'une société, n'a pas fait l'objet d'adverse média, de negative news dans la presse? C'est un peu comme une classification des risques, un modèle de scoring que vous avez d'un point de vue LCBFT, mais adapté au sujet de lutte contre la corruption. Et octroyer ensuite une note de risque assez tiers va vous permettre de dégager un niveau de vigilance, tout comme on l'a pour la partie LCBFT. Un tiers qui ne pose pas de risque, vous n'allez pas aller lui chercher 1 milliard de documents, vous n'allez pas lui demander, vous n'allez pas faire du screening tous les 4 matins. Vous allez être un petit peu plus souple au niveau des diligences que vous allez mettre en place sur ce tiers. A contrario, le consultant, l'intermédiaire, l'apporteur d'affaires qui est là pour négocier et parler business en votre nom auprès d'autres pays, auprès d'autres entreprises, auprès potentiellement même, c'est là où le lobbying peut être totalement légal, mais que la corruption ne l'est pas. Si la personne est là pour faire du lobbying pour vous, ça peut être autorisé, mais le risque il est très fort. Entre le lobbying et la corruption, il n'y a qu'un seul pas. Donc c'est là où vous allez évaluer un petit peu ce risque-là. Mais je vous rejoins totalement, même en pratique et de manière totalement empirique, la partie évaluation des tiers, ne serait-ce que pour la constitution du référentiel, de la cartographie, c'est ce qui est le plus compliqué, mais le plus utile pour l'efficacité de votre dispositif. C'est ça. Je pense que M. Nasser demande, je pense que tu vas le rajouter, hein, quelques les références des ouvrages dont tu parlais tout à l'heure. Je pense qu'il va mettre dans le chat. Moi, ce que je peux rajouter concrètement, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie évaluation des tiers, franchement, soyez rassurés, il y a des éléments qui nous permettent d'apprécier différents facteurs de risque qui varient d'une entreprise à une autre par rapport à ces facteurs de risque-là. Donc, à vous maintenant de définir cette méthodologie de scoring-là, ensuite de définir des seuils. Et par rapport à ça, une fois que vous avez défini les seuils, donner des scorings et suivre le profil de chacun de vos tiers, en fait. Alors, nous, soucieux de ces sujets-là, on s'est dit qu'il était intéressant de lancer un certificat de lutte contre la corruption, donc qu'on a prévu faire à Abidjan sur 3 jours. On espère véritablement que ça servira parce que c'est des sujets qui commencent à être d'actualité dans la sous-région et au niveau international. Donc, on a jugé utile de le faire à partir de fin octobre. On invite tout le monde, notamment à participer à cela. Vous pouvez le suivre en présentiel, mais avec une possibilité de le suivre aussi en distance. On reste très ouvert. Je pense que on a été très interactif sur les questions. On est vraiment à 17h01. J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions précises. On va se donner 5 minutes. Sinon, on va vous remercier et on va laisser peut-être Moustapha, on va dire, synthétiser et puis je conclue. Pour ne rien rater, vous allez voir qu'on a d'autres webinaires prévus à partir du 8 octobre. Donc aujourd'hui, on a plusieurs webinaires sur différentes thématiques qui permettent notamment à AFGS de pouvoir montrer son expertise sur certains sujets qui sont d'actualité aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, bon, Moustapha, je te laisse un peu synthétiser, puis je vais conclure. Oui. D'ailleurs, juste à titre informatif, j'ai mis les références des 2 ouvrages et puis des recommandations de l'AFA dans le chat. Donc, je pense que tu l'as brillamment synthétisé aussi de ton côté, Christophe. Je pense que la lutte contre la corruption, c'est un sujet qui concerne tous les continents, tous les pays, mais avant tout également le continent africain, parce qu'encore une fois, Transparence Internationale a pour habitude de publier des classements qui pointent souvent du doigt certains pays du continent. Donc, c'est important qu'on prenne ça en conscience et puis qu'on puisse faire en sorte, j'allais dire, que l'image qu'on peut avoir, qui est parfois faussée également, même si des classements existent, je pense que tous les établissements ne sont pas mauvais sur ces sujets-là, mais tout à l'heure, j'allais dire, l'importance de déployer un dispositif, c'est ce qui va pouvoir, à mon sens, véhiculer le message le plus positif d'un point de vue business, d'un point de vue réglementaire également, mais pour pouvoir développer ces
ces activités commerciales aujourd'hui, notamment en Europe, où le sujet est pris sincèrement au sérieux d'un point de vue réglementaire avec l'évaluation des tiers de nos partenaires, du côté du continent, il faut vraiment que ce sujet soit également pris au sérieux et déployé au sein des institutions, de vos institutions respectives. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à tous les participants Merci beaucoup. de la disponibilité, des questions pertinentes, des échanges. Si je dois conclure, notamment, c'est de vous dire, n'attendez pas que cela soit obligatoire avant de déployer votre dispositif. Prenez le lead par des actions assez simples déjà pour sensibiliser et donner l'appétit au top management, notamment de pouvoir commencer à traiter ces sujets-là qui peuvent demain, du jour au lendemain, devenir obligatoires. On ne sait jamais. Préparez-vous. Soyez dans une approche proactive. On vous remercie et on espère vous revoir encore au cours de nos prochains webinaires. Sur ce, allez, bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Au revoir.